Bonjour, bienvenue à notre présentation. Je m'appelle Florent Legal, je suis développeur full stack chez Fluo. Bonjour, je suis Thierry Abelia et je suis directeur technique de Fluo. Bonjour, je suis Arthur Sud, développeur full stack JS chez Xebia et en mission actuellement chez Fluo. Alors, Fluo, c'est une start-up dans l'assurance qui a été créée en 2013. Et Fluo permet de mieux gérer, de mieux acheter les assurances en achetant au bon moment le bon produit et seulement si nécessaire. Alors on traite de produits autour de la carte bancaire, comme par exemple l'assurance voyage. On traite aussi d'assurance emprunteur, auto-habitation. Et on a un business qui est tourné à la fois en B2C et en B2B. Sur le B2C, on a une application mobile qui vous permet de vérifier vos assurances que vous avez dans vos assurances carte bancaire, de faire des bilans en auto-habitation. Et puis on peut être amené à vous proposer un produit d'assurance meilleur en termes de couverture et de prix. On a un axe fort sur la transparence, la simplicité, pour que vous compreniez l'essentiel de ce qu'il y a dans vos contrats d'assurance. On propose en B2B un widget qui va s'intégrer dans les sites marchands, notamment dans le voyage, où on va pouvoir comparer la carte bancaire du client sur le site marchand avec le produit d'assurance proposé par le marchand et d'avoir en fait un argumentaire très objectif sur l'intérêt du produit d'assurance. Et on propose notre technologie à des partenaires, des néobanques par exemple, sous forme d'API ou de SDK, des WebView, d'iframe. Donc, je vais vous parler des enjeux de Fluo. Fluo, c'est une start-up. Donc, l'objectif technique, c'est de développer de nombreux services rapidement, d'éviter la spécialisation, que tout le monde puisse, à chaque instant, se proposer pour développer les services, être en mesure de recruter lorsque la boîte grandit, et puis surtout, étant donné le milieu, assurance et banque, d'être sûr des données, de savoir ce qu'on en fait, de sécuriser les données et l'infrastructure. Je veux préciser que quand je parle de nombreux services, aujourd'hui, on a 7 applications web, une application mobile et 6 API qui ont été développées. Et on est encore en train d'en développer davantage. Pour répondre à ces enjeux, on a défini 3 domaines, le monorepo, le JS moderne et l'infra as code. Et ça va être les 3 parties que nous allons développer pendant cette présentation. Je vais commencer par l'approche monorepo. Et donc pour commencer sur l'approche monorepo, avec ce pilier, en fait, on répond à 2 enjeux. On répond au nombre de services qu'on a à développer et à l'idée de les développer rapidement. Donc comment on est venu à faire du monorepo? Le premier besoin avant tout, c'est de mutualiser le code. Alors pour mutualiser le code, on a plusieurs façons de faire. La façon la plus commune, que tout le monde connaît, c'est utiliser des bibliothèques de code. C'est tout simple, il suffit juste de mettre en commun du code qui va être utilisé dans une bibliothèque qu'on peut utiliser n'importe où. L'autre solution un peu plus récente, c'est les microservices. Donc c'est quand on a du code qu'on veut mettre en commun, on l'expose sous forme de service et on fait tout simplement un appel à ce service et ainsi on peut l'utiliser. Le petit souci des microservices, c'est que en fait, les microservices, ça marche dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça ne marche pas. Chez Fluo, on a du code métier de diagnostic d'assurance qui est dans notre application mobile. Et ce code, il doit tourner en mode offline. Donc, exit les microservices, on ne peut pas utiliser les microservices. Dans d'autres cas, les microservices, ça va être trop coûteux de faire un appel réseau. Donc, on va éviter ça. Et puis, même pour construire les microservices, on a besoin de bibliothèques. Au final, chez Fluo, on fait les deux. On fait quand même du microservice quand on peut, et on utilise des bibliothèques de code. Les bibliothèques de code, c'est chouette. Le souci, c'est que comment, en fait, on va les versionner. L'approche qui est assez commune, qui est même promue par le modèle de GitHub, c'est d'avoir, en fait, pour chaque composant logiciel, son repository Git. Donc, son repository de code. Donc, ici, on a une librairie en commun. On a un service A, un service B. Les deux utilisent cette librairie commune. Jusque-là, tout va bien. Le souci, c'est à partir du moment où moi j'ai à faire une modification dans cette librairie en commun, donc pour corriger un bug par exemple, je vais faire cette modification, je vais la répliquer par exemple dans le service que moi je suis en train de développer, mais est-ce que je vais la répliquer
pour modifier ce service B, pour utiliser cette librairie sur la version 2. Je vais peut-être pas forcément le faire. Si je le fais pas, est-ce que c'est grave ou pas? En gros, le service B, il a un petit retard. Si j'ai réalisé un changement cassant, c'est même carrément de la dette que je suis en train de créer. Du coup, la solution que nous, on a utilisée, c'est de mettre toutes les bibliothèques, tous les services, en fait, l'ensemble du code qui est fait chez Fluo est dans un seul et unique repository. Grâce à ça, toutes les librairies, elles utilisent la même version. Elles utilisent la même version, du coup, on est garant de l'intégralité de l'ensemble, toute la cohérence des versions au sein de notre repository. Du coup, on peut vraiment parler d'intégration continue à l'échelle de tout notre repository. Alors, il y a quand même quelque chose qui va mettre à mal l'intégration continue, au-delà de mettre tout dans un monorepo, dans un seul repository, c'est d'utiliser un workflow à base de branches. Donc, en mettant tout dans un même repository, on a une même version de l'ensemble du code. Dès qu'on fonctionne à base de branches, c'est une version, il y aura plusieurs versions du code. Et donc, on va se retrouver à avoir par exemple des future branches, donc des branches sur lesquelles on développe des fonctionnalités. On a beau reprendre ce qu'il y a sur la branche principale de RibEZ, on a quand même un écart tant que les fonctionnalités ne sont pas terminées et intégrées à la branche principale, on a des écarts sur le code. Donc ça, c'est un problème à l'intégration continue. Martin Fowler définit en fait assez simplement l'idée de l'intégration continue. Ce n'est pas juste un serveur de CI. L'idée, c'est que personne ne dévie, en travaillant sur son code, sa base de code ne dévie et travaille sur une base de code différente de l'un de ses collègues. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, un autre problème, un workflow à base de branches, c'est les refactorisations transverses. Si vous êtes amené à changer une méthode qui est utilisée sur une librairie commune, qui est utilisée par énormément de code, c'est compliqué si on a des branches, des future branches qui vivent pendant une semaine, 2 semaines, voire plus. Ça pose souci à ces refactorisations. Enfin, le fait de travailler comme ça en branche, il y a en gros les développeurs ou un ensemble de développeurs qui travaillent sur une future branch travaillent un peu en silo. Alors parfois c'est le but de rechercher, mais encore une fois, ça pose un problème à l'intégration continue où on souhaite faire en sorte qu'à tout moment, le code développé fonctionne ensemble. Du coup, la conséquence, c'est que chez Fluo, en fait, on n'a qu'un seul repository et qu'une seule branche sur ce repository. Donc chez nous, c'est le master dans Git. Du coup, cette branche, on l'appelle le trunk. Et l'équipe développe exclusivement sur le trunk. Alors effectivement, vous allez me dire, quand je suis en train de développer une feature, quand j'ai un clone de mon repo en local et que je vais faire des commits et que je vais les pousser, éventuellement, je vais avoir chez moi une branche locale. Mais cette branche, elle ne diverge pas plus qu'une journée, 2 journées maximum. Si elle diverge plus que 2 journées, c'est que j'ai un problème parce que je ne suis pas en mesure de pousser mon code. Et ça, c'est un problème. Alors, c'est bien, mais comment est-ce qu'on s'assure qu'on peut réaliser à tout moment? Parce qu'avec ça, moi, je veux être capable de pouvoir pousser un changement en production à n'importe quel moment. Et moi, j'ai peut-être des features qui sont en cours de développement. Dans mon interface, j'ai des nouvelles features que je n'ai pas envie que mes clients les voient tout de suite. J'ai envie de faire du test en interne. J'ai des nouvelles règles que je suis en train de mettre en place. Comment est-ce que je m'assure que les gens ne vont pas les voir? Ce qu'on fait, c'est tout simplement du feature toggling. Le feature toggling, c'est assez simple au niveau de l'UI. Il suffit juste de masquer les composants qu'on ne veut pas voir. Au niveau API, on peut tout simplement débrancher les API qu'on est en train de développer. Ça fonctionne assez simplement. Le risque, évidemment, les features toggle, il faut les tester, notamment les différentes combinaisons de toggle. Il faut les tester pour qu'elles fonctionnent bien. L'autre risque aussi, c'est que les features toggle, il faut les mettre. Si on oublie de les mettre, les clients voient tout de suite les nouveautés et ça pose un problème. Ok, donc là on a vu les avantages et les raisons pour lesquelles on a choisi une approche monorepo.
Comme toute solution, hein, ce n'est pas une silver bullet, il y a des difficultés, des inconvénients qu'il faut connaître. Alors, on a une seule version pour les dépendances internes, mais aussi pour les dépendances externes. On utilise par exemple React, on a une seule version de React pour l'ensemble du code, pour éviter des problèmes éventuellement de bout de code qui utiliserait des versions différentes et d'incompatibilité. Alors du coup, si on souhaite mettre à jour une version d'une dépendance qui est assez centrale, par exemple on utilise Flow pour le typage JavaScript, eh bien on est obligé de le faire sur l'ensemble du code, et si on a pas mal de changements cassants, eh ben, ça peut être compliqué de le faire de manière globale et atomique. Ensuite, le fait de travailler sur une bibliothèque de code, éventuellement produire un changement cassant et se dire que c'est celui qui produit le changement cassant qui va en fait répercuter ces changements sur l'ensemble du code, de façon à ce que tout soit bien intégré, ben, ça demande que l'équipe soit relativement polyvalente. Alors, on verra les choix technologiques qu'on a fait pour ça, mais du coup, tout le monde doit pouvoir intervenir sur la base de code, ou au moins pouvoir travailler en équipe et s'assurer de savoir qui peut nous aider pour modifier tel ou tel code. Enfin, les code review, on n'a pas une belle pull request avec l'ensemble des commits et sur GitHub où on peut voir les différences à agréger l'ensemble des commits. Là, on va committer régulièrement, même si la fonctionnalité n'est pas terminée. Donc on va plutôt avoir une code review sur le commit et pas sur l'ensemble de la fonctionnalité. Et les outils standards, en gros, ne permettent pas de gérer ce type de... Voilà. Il y a des solutions, mais ce n'est pas si simple que ça. Enfin, un disclaimer. C'est pas parce qu'on fait du monorepo qu'on a une application monolithique. Il faut savoir que Google, Facebook, Twitter, la plupart des grands du web utilisent cette approche. La plupart de leur code source, genre 90% de leur code source, est dans un même repository de source. Donc vous imaginez bien que Google n'a pas une app Google et Facebook pareil. À l'inverse, également, les microservices n'impliquent pas d'avoir un repository par service. Et on fait du microservice chez Fluo. En conclusion, vous avez compris l'apport majeur, c'est d'intégrer au quotidien. On a beaucoup de services et on ne peut pas se permettre d'accumuler la dette technique, de se dire on fixera tel ou tel produit quand on aura besoin de le modifier ou de le mettre à jour. Alors il faut savoir l'approche trunk-based development, de recourir à des feature toggles, c'est assez déstabilisant qu'on n'a jamais travaillé comme ça. Ça peut paraître simple dans le principe, dans la mise en œuvre, ça demande un peu un changement d'approche. Et enfin, si vous souhaitez le mettre en œuvre, le monorepo, sachez qu'il vaut mieux avoir une équipe assez mature, ou au moins avoir des seniors dans l'équipe, et puis avoir une dette technique maîtrisée. Vous avez peut-être des problèmes un peu plus sérieux à résoudre avant de passer à ce genre d'approche. Nous allons maintenant passer au sujet du JS moderne qui répond à beaucoup d'enjeux. La plupart d'entre eux, les applications développées rapidement, et puis le recrutement. Et faisons d'abord un petit historique. Fluo donc, est né en 2013 et encore début 2016, il y avait plusieurs applications avec différents langages. Donc, on avait l'application mobile avec du Android, Java, de l'iOS, Objective-C, et puis une application web avec de nouveau du Java, cette fois en back, de l'Angular pour le front, et ça tournait sur un Tomcat. Donc, l'équipe a réfléchi sur ce multilangage et s'est posé la question de n'avoir qu'un seul langage pour l'ensemble des applications. Dans la mesure où ceux qui étaient à ce moment-là dans l'équipe avaient plutôt un background Java, c'est le premier langage qui leur est venu à l'esprit. C'est de faire du Java parce que c'est très approprié pour le back-end, c'est typé statiquement, mais c'est un peu plus compliqué pour le front. Pour le front, il y a des solutions. Google, notamment, pour son application Inbox, utilise diverses solutions pour à la fois transformer pour son front le Java en JavaScript en utilisant le compilateur GWT. Et puis, pour l'application iOS, G2OBJC, qui est un outil qui permet de transformer aussi du Java, mais cette fois en Objective-C, pour avoir une application mobile iOS. Étant donné ces contraintes-là, finalement, le choix s'est plutôt porté sur JavaScript. Certes, c'est typé dynamiquement, mais aujourd'hui, c'est très approprié pour les back-ends. On voit l'usage de Node qui se répand de plus en plus. Et puis, pour les front-ends,
Là, c'est carrément le langage le plus répandu avec tous les frameworks qu'on connaît aujourd'hui. L'avantage d'avoir un seul langage, et là donc en JavaScript, c'est de pouvoir mettre en commun tout le code métier que les applications vont pouvoir utiliser, et elles vont pouvoir importer ce code métier qui sera dans un langage unique. Donc, certes, on a utilisé JavaScript, je sais que certains sont réticents par rapport à ce langage. Je vais essayer de présenter quelques fonctionnalités des versions récentes ES 2015, ES 2016, ES 2017. Donc, notamment la décomposition ou spreading. Donc, je vous présente ici, il s'agit d'un composant, donc c'est du React.js, dans lequel on a un champ input qui cherche à ce que l'utilisateur renseigne son prénom. Et dans la fonction onChange, lorsqu'on édite le contenu de l'input, on a une fonction qui est appelée, qui met à jour le state. C'est l'état du composant qui contient les données du composant. Et dans cet état, on a une clé qui s'appelle user. Et à l'aide de cette écriture, à 3 petits points, on va pouvoir décomposer cet objet. C'est-à-dire que toutes les clés qui sont contenues dans l'objet vont être récupérées et insérées dans l'objet dans lequel il est contenu, c'est-à-dire celui qui est entre accolades. Et dans cet objet, on renseigne la valeur first name qui est renseignée, value, qui va écraser la valeur existante dans le state, dans la clé user du state. Un autre exemple, l'affectation par décomposition. On est dans l'assurance, on a à gérer des contrats. On a par exemple ici l'objet qui vient des props, donc là c'est du React, c'est l'objet qu'on doit manipuler au sein du composant qui contient le premium, donc des prix, une période, une date de début de contrat et des garanties. Et là on cherche à afficher dans un champ input le prix, et en fait, on peut directement récupérer les différentes clés qui sont dans l'objet contrat via cette écriture. Donc premium, premium period, start date et cover sont des clés de contrat qui ont des valeurs dans le contrat. Et en les écrivant ainsi, en fait, on initialise ces valeurs qu'on va pouvoir utiliser directement dans le composant. Elles sont initialisées à la valeur qui est dans l'objet contract, dans les clés associées dans l'objet contract. Donc ici, on va pouvoir afficher premium directement à partir de cet objet. Donc je vous ai parlé de partage de code. On partage du code métier à travers l'ensemble des applications, et ce nous est facilité par l'usage des imports-exports, l'usage des modules. Et c'est une grande fonctionnalité qui est disponible aujourd'hui en JavaScript, d'être en mesure d'exporter les constantes et fonctions que l'on souhaite et de les importer dans d'autres fichiers. Le sync await, ça permet de faire des appels asynchrones et d'avoir malgré tout une écriture impérative. Donc ici, on fait une requête sur bilan, on récupère une valeur, et cette constante bilan va pouvoir être directement utilisée de manière impérative. Donc, on va pouvoir récupérer le contenu qui est retourné par la requête directement. Ce qui est à noter, donc ça c'est grâce à la clé await, au mot-clé await. Et lorsqu'on utilise ce mot-clé dans une fonction, il faut utiliser async à la déclaration, c'est ce qu'on voit, export async. Ça signifie que cette fonction va retourner une promesse. Donc ça c'est à noter, faire attention du coup au retour et bien à l'usage de getBilan dans ce cas-là. Alors un des axes qui nous a fait choisir JavaScript, plus que Java, c'est le fait de pouvoir le typer, et le typer statiquement. Alors le typage statique, pour nous c'est... Pourquoi faire du typage statique aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. La première qui est assez évidente, c'est que c'est un filet de sécurité, un petit peu comme les tests, à savoir que les bugs, plus ils sont trouvés vite, moins ils coûtent cher. Et du coup, c'est directement dans l'IDE, au moment où vous écrivez du code, que le bug est souligné en rouge. Ça vous fait gagner pas mal de temps. Donc c'est un filet de sécurité comme les tests. Le deuxième, c'est une aide au développement. Au moment où on va écrire le code, on va bénéficier de la complétion dans l'IDE, donc ça nous fait gagner du temps. Et au moment où on va relire le code est automatiquement documenté. On sait tout de suite les fonctions, ce qu'elles prennent en paramètres et ce qu'elles retournent. Enfin, ça nous facilite les changements. On peut envisager des refactorisations massives dans le code, alors que si on n'avait pas de typage, on hésiterait à les faire. Et puis ça nous garantit la cohérence au sein de toute notre base de code, au sein de tout le monorepo. Tout est typé et du coup, on est cohérent et c'est vraiment rassurant. En JavaScript, il y a deux challengers pour le typage, TypeScript ou Flow.
Alors TypeScript est développé par Microsoft. Il est utilisé notamment par Angular dans les versions récentes. Et Flow est développé par Facebook. Et Flow est utilisé par Facebook. Ils l'utilisent dans plus de 50% de leur code JavaScript. Les deux ne sont pas exactement la même chose. TypeScript est un langage, là où Flow est juste un vérificateur de type. TypeScript propose des choses en plus au niveau langage, alors que Flow propose juste en fait du typage qu'on supprime à la compilation. Donc quand on écrit du Flow, on écrit toujours du JavaScript. Voilà. Donc nous, au final, on est parti sur Flow. Pour 3 raisons. En fait, en 2016, on ne savait pas si TypeScript allait vraiment décoller. On avait un petit peu peur que ce soit le nouveau CoffeeScript et on se posait la question. Bon, aujourd'hui, la réponse TypeScript est quand même très largement utilisée, mais en 2016, on hésitait encore. La deuxième, c'était un gage de recrutement. On connaissait des développeurs JavaScript qui ne voulaient pas faire de TypeScript. Nous, on voulait absolument faire du typage. Du coup, c'était le bon compromis en termes de recrutement. On continue à faire du JavaScript. Par contre, on avait du typage. Enfin, la troisième, c'est l'intégration avec l'écosystème Facebook. Comme on va le voir, on utilise React, React Native, on utilise Atom. Tout ça, ça fonctionne très très bien avec Flow. Et du coup, pour nous, c'était vraiment intéressant. En pratique, comment on type, c'est super simple. Sur ici, une fonction, vous allez pouvoir mettre, juste après chaque paramètre, vous allez décrire le type. Et après la liste des paramètres, vous allez décrire le type de retour. Bon, là, c'est une fonction toute simple qui vous met au carré un nombre. Du coup, si vous essayez de l'appeler avec une chaîne de caractères, ça ne marche pas. L'erreur est soulignée et on voit tout de suite ici l'erreur. Ça nous fait gagner du temps, comme je l'ai dit, au niveau de quand on écrit du code. Donc là, on est en train d'écrire du code. On voit tout de suite la complétion par rapport au type que j'ai écrit au-dessus. Nous, on s'en sert beaucoup pour typer les payloads des API REST. Aujourd'hui, entre les différents services, entre les clients et les serveurs, entre nos différents microservices, on a des types en commun. Et du coup, aussi bien côté client que côté serveur, on manipule le même type. Du coup, on garantit la cohérence entre les deux. On s'en sert pour typer les propriétés des composants React. Ici, donc, dans un de nos composants, on a un des services qu'on fait, on propose un chatbot en React. Et donc, du coup, on a un message que le bot peut envoyer avec un texte. Et du coup, ici, j'ai dit que mon composant avait ces propriétés-là qui étaient obligatoires. Du coup, si je ne les mets pas ici, je vais avoir une erreur. Du coup, nous, l'intégration des propriétés des composants React remonte directement dans le système de typage. Donc je reviens sur le JavaScript, les choix de JavaScript. Donc ici côté back-end, on est parti sur Node.js. Donc l'intérêt, c'est ce que j'ai expliqué, avoir le même langage côté front et côté back. Et ce qu'on rajoute en plus, c'est la transpilation, que ce soit front ou back. On fait de la transpilation, ce qui permet d'avoir le même niveau de feature sur les deux à la fois front et back. Donc par exemple, on peut utiliser toutes les fonctionnalités que j'ai présentées tout à l'heure, et notamment async await, qui nous est fort utile. Pour le front, on est parti sur React.js. Donc là, on parlait de techno Facebook, effectivement. Puis aussi, la montée en compétences est très rapide. Et puis l'expérience développeur aussi est très confortable. On retrouve plein d'outils qui favorisent le développement. On a choisi React Native pour le mobile. React Native, c'est un moyen de développer en JavaScript des applications mobiles. En fait, ce qui se passe, c'est que le code JavaScript qu'on va développer va permettre de manipuler, de piloter les composants natifs, que ce soit iOS ou Android. On va développer un code commun pour les deux applications, et à peu près 90% du code, je crois, qu'on a développé est en commun sur les deux applications. Donc un seul développement pour livrer deux applications sur deux plateformes différentes. Et on retrouve cette même expérience développeur, déjà le même paradigme que React.js, et puis aussi le hot reload, c'est-à-dire que lorsqu'on développe, lorsqu'on fait une modification de l'IHM sur notre application mobile, on a immédiatement le rendu, et ça nous permet d'être plus efficace et plus rapide. Alors, venant du monde JavaScript, enfin venant du monde Java, moi qui suis à la base un développeur Java, est-ce que tout JavaScript finalement, tout est aussi rose? Bon, pas complètement. Il faut voir qu'en JavaScript, ce qui est fourni avec le langage par défaut, c'est assez pauvre.
On est obligé d'avoir une librairie quasiment pour tout. Si vous voulez manipuler des dates, il vous faut une librairie. Si vous voulez formater des nombres, il vous faut une librairie. Si vous voulez accéder aux données, il va vous falloir une librairie. Par exemple, nous, on écrit des serveurs qui utilisent une base de données. Cette base de données, on a envie que dans nos tests, on utilise une base de données de type SQLite qui soit en mémoire très très rapide. Par contre, sur nos serveurs, on veut une vraie base de données de type MySQL. Le petit souci, c'est qu'en fait, on n'a pas trouvé d'interface commune qui nous permettait de communiquer avec ces deux bases comme on aurait en Java avec JDBC. Ça n'existe pas dans le monde JavaScript. On travaille directement avec le driver pour MySQL ou le driver pour SQLite. Et du coup, on a dû écrire une surcouche à ces deux drivers communes qui nous permettent de travailler juste en SQL. Parce que nous, on utilise que du SQL, on ne fait rien de spécifique à ces bases-là. Alors, on va trouver des ORM, mais les ORM, ce n'est pas ce qu'on voulait. Nous, notre façon d'accéder aux données, c'est en passant par le SQL. Du coup, on a dû écrire cette petite surcouche. Enfin, on a dû investir un petit peu dans le tooling. Donc, il y a 1 an et demi, les gens parlaient de fatigue JavaScript. Alors, à la suite de ça, les gens ont développé du tooling. Donc aujourd'hui, pour bootstrapper une application React, on a créé React App, on a Clear React Native qui permet de démarrer une appli React Native très facilement. Le souci, c'est que dès on développe plusieurs services, plusieurs widgets, on développe des SDK, des librairies, et on a besoin de comprendre vraiment ce qu'on fait et d'investir nous-mêmes dans le tooling, donc dans la configuration Webpack, etc. C'est pas extrêmement difficile, mais on a moyen d'y passer on doit y passer un petit peu de temps. Voilà. Alors, un autre changement important cette année chez Fluo, ça a été le fait de faire de l'infrastructure as code pour pouvoir développer on développe de nombreux services, microservices. Pour déployer l'infra as code, c'est utile, donc de manière rapide, itérer rapidement. Et puis, on travaille aussi avec des banques, et donc on est contraint à voir les niveaux de sécurité bancaire. Et ça permet d'aider beaucoup l'infra as code. Alors, avant de faire de l'infra as code, pendant en gros 3 ans, c'était assez rudimentaire. Donc, on était chez OVH avec des machines virtuelles qualifiées de VPS. Et on a installé les middleware type Apache Tomcat, à coup de apt-get install, apt-get upgrade pour mettre à jour. Et puis le déploiement des applicatifs, c'était les commandes Unix, tar, scp, ssh. Comme on dit chez Fluo, c'est un peu le déploiement à base d'history bash. Bon. Du coup, ça pose des problèmes. C'est de nombreuses étapes pour déployer, donc fastidieux, on fait facilement des erreurs. L'état d'un serveur, c'est difficile de savoir ce qu'il y a dessus, puisqu'il y a tellement de commandes qui ont été jouées. Donc, par exemple, chez Fluo, on a 2 serveurs qui sont censés avoir les mêmes outils, les mêmes versions. On s'est rendu compte que c'était pas le cas. Voilà. Et puis, on a aussi peur de mettre à jour les packages. On a installé, par exemple, migrer, monter en version sur Apache. On avait tous nos fichiers de configuration qui ne marchaient pas. Bon, on essaye de rollbacker en downgradant, mais il peut y avoir des choses au moment de l'upgrade où on n'est pas sûr d'avoir exactement la même version précédemment et une dérive de configuration. Du coup, la transition pour nous, elle était assez naturelle. Faire de l'infra as code, du cloud. Pour le cloud, le choix était assez simple. On est parti sur le leader, AWS. Pourquoi le leader? Pour pouvoir bénéficier d'expertise. Il y a énormément d'expertise de consultants qui nous permettent de nous aider. Et également les outils. Il y a énormément d'outils qui supportent nativement AWS. Par exemple, si vous faites du monitoring en SaaS avec Datadog, Logmatic pour agréger vos logs, en gros, c'est presque du clic-clic pour passer sur AWS, activer ces fonctionnalités-là sur AWS. Donc la question a été de par où démarrer. Aujourd'hui, on a une infra en place, mais au départ, on avait le choix entre différents outils. Alors Docker n'est pas comparable. Il y a ici des outils de gestion de configuration du type Puppet, Ansible, Chef. Et puis Docker nous a semblé en fait être la bonne solution pour commencer. Les développeurs sont plutôt motivés pour commencer cette technologie-là.
pour packager nos applications. Je reviens un peu sur le mode de fonctionnement de Docker. Docker, c'est un moyen de créer une image qui va être utilisable sur nos environnements. On a un Dockerfile qui va décrire le système support sur lequel va tourner cette image. Donc nous, ça va être une Debian avec l'outil Node installé dessus. Ça va être une commande aussi dans ce Dockerfile qui va permettre de récupérer l'ensemble du code, de le builder pour le mettre dans l'image, et puis une commande d'exécution pour lancer ce code. Et à partir de ces 3 étapes, on va constituer cette image qui va pouvoir être pushée sur un registry. Le registry contient donc l'ensemble des images, les différentes versions de notre application packagées dans un Docker. Et depuis le serveur, on peut pooler depuis ce registry cette image Docker et lancer l'exécution de lancement de l'application pour qu'elle tourne sur le serveur. Donc pourquoi Docker et quels sont les avantages de Docker? Sa légèreté, la maîtrise de la consommation de mémoire disque et de RAM, c'est important. La facilité de déploiement, comme je l'ai expliqué, depuis un serveur, il suffit de pooler depuis un registry. Sa portabilité, on peut faire tourner une image Docker, on peut la faire tourner en local, on peut la faire tourner sur différents serveurs. Ce qui est intéressant, c'est que cette image, le contexte dans lequel elle va tourner va toujours être identique, parce que notre code est packagé à l'intérieur de cette image. Donc, qu'on la fasse tourner en local ou ces différents serveurs, on a le même résultat, on a très peu d'effets de bord. Et de plus, on voulait se faire une architecture orientée microservices. Maintenant, on a une image Docker par service, donc vraiment une séparation claire de chacun des services grâce à Docker. Alors, au-delà des avantages qu'Arthur a présentés, par rapport, si on compare à des outils de configuration management comme Puppet, Chef, Ansible, donc Arthur en a déjà parlé, il y a la portabilité, le fait d'avoir un même livrable partout. Comment fonctionnent les outils de configuration management comme Puppet? Ils travaillent sur des serveurs existants, exécutant des commandes Unix. Ces commandes peuvent échouer. Et donc, on voit bien qu'il peut y avoir une dérive sur les différents serveurs. Là, on est sûr d'avoir le même livrable sur l'ensemble des serveurs. Sur un cluster, c'est très utile. On va aussi pouvoir, du coup, tester et valider uniquement sur la CI, l'image, alors que sur Puppet et Chef, si on veut être consciencieux, une fois qu'on a joué les différentes commandes, que Puppet a joué les différentes commandes, il serait bon de vérifier que tout a été installé correctement. Ça nécessite autant de tests qu'il y a de machines. Et enfin, on a un déploiement atomique. Si on souhaite passer à une nouvelle version de l'image, c'est toute l'image qui est changée, contrairement à Puppet et Chef, où s'il y a des erreurs, j'en ai parlé, on peut avoir une dérive de configuration. Alors on pourra parler du coup, avec ces images de cœur, de composants immutables. Pour ceux qui font un peu de programmation fonctionnelle, connaissent les avantages de l'immutabilité. Les principes sont simples, l'image n'est pas modifiable. Si vous avez un changement qui est nécessaire, vous produisez une nouvelle image. Ça, en termes de suivi du changement, c'est extrêmement important. Dans un domaine réglementaire comme la banque, l'assurance, c'est capital. Il reste à mettre en place notre infrastructure. Le réseau, le DNS, éventuellement des S3, les VPC, une base de données à travers DS. Et pour ça, on a différents choix. Donc on peut directement manipuler via le SDK notre infra et mettre en place des outils. Ou alors on a d'autres outils qui facilitent tout ça. Des outils de gestion de configuration du type Puppet, Ansible ou Chef, qui eux vont à la fois nous aider à mettre en place l'infra, mais ils servent aussi à configurer les applications, à configurer cette infrastructure. Et par ailleurs, on a des outils d'orchestration du type CloudFormation ou Terraform qui, eux, vont uniquement servir à mettre en place les services de notre infrastructure. Et c'est plutôt ce choix-là qu'on cherchait, et on est parti sur Terraform, puisque nous, on a utilisé Docker pour configurer notre application. Il nous restait à la mettre en place sur une infrastructure. C'est ce que permet Terraform. Et l'intérêt particulier de Terraform, c'est le fait que qu'on déclare l'infrastructure, qu'on décrive l'infrastructure à travers le code. C'est-à-dire que notre code va décrire ce que l'on souhaite avoir comme infrastructure. Ça va décrire les différents services, l'état souhaité. Donc si on fait une modification dans ce code, si on a mis en place une infrastructure et qu'on modifie notre code, notamment rajouter une IP dans le DNS, eh bien c'est Terraform qui, à partir de l'état
à ce moment donné-là de l'infrastructure grâce à un fichier state qui définit cet état-là. Il va faire la comparaison entre la modification qu'on a fait dans notre code et l'état actuel. Et c'est lui qui va, du coup, gérer les commandes à exécuter pour modifier l'infrastructure. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est dire, on souhaite à un instant T que notre infra soit celle-ci. Et c'est Terraform qui va faire les modifications, les commandes nécessaires pour modifier l'infrastructure existante. Terraform, c'est très intéressant, d'autant plus parce que c'est multi-cloud, c'est disponible sur la plupart des gros du cloud. Et puis, nous concernant, c'est quasiment l'intégralité des services AWS qui sont gérés et qui peuvent être mis en place grâce à Terraform. Alors, on l'a vu, Docker, Terraform sont de très bons outils. Malgré tout, l'infra as code, c'est compliqué. Terraform ne va pas abstraire AWS en cherchant à dire ce sera la même chose pour le Google Cloud ou AWS, pour une simple raison, c'est qu'il souhaite offrir la richesse des services. Du coup, on ne peut pas s'abstraire de la complexité des services, de la quantité des services disponibles sur AWS. Et on a compris que ça pouvait être bon de se faire accompagner. On a découvert qu'il y avait une petite société américaine qui était spécialisée sur les outils qu'on avait choisis, AWS, Docker, Terraform et Packer. Et en gros, on leur a défini l'architecture cible. Eux nous ont donné en fait les bonnes pratiques en termes de sécurité, de continuous delivery. Ils nous ont donné accès à du code, des modules qu'ils ont développés pour d'autres clients, auxquels on a accès aux sources, plus du code Terraform propre à l'architecture qu'on a définie ensemble. Donc ça a vraiment été un vrai gain pour aller vraiment à ce que aujourd'hui moi je qualifie d'infra state of the art, au moins pour la complexité de l'infra qu'on a, en termes de sécurité, de scalabilité et de continuous delivery. Et enfin, Groundwork nous accompagne, en gros, pas au quotidien, mais on a accès à un support pour pouvoir résoudre les problèmes qu'on n'arrive pas à gérer nous-mêmes. Ça, c'est vraiment appréciable. Donc voici justement l'infrastructure telle que Groundwork nous a aidé à mettre en place chez nous, chez Fluo. Donc ce qui est à noter, c'est qu'on a un environnement, un compte par environnement. Donc ici, stage et production. Donc ça, c'est un gain forcément en termes de sécurité. Et puis en termes de facturation également, puisque ça nous permet d'être en mesure de savoir combien va nous coûter chaque environnement, le fonctionnement de chaque environnement. On peut noter aussi un compte qui s'appelle Shared Services, sur lequel est installé Jenkins. Il va récupérer le code, il va pouvoir donc builder les images Docker, tout en ayant joué au préalable les tests. Et puis, il va pouvoir également déployer, puisqu'il a accès aux différents comptes. Donc, on peut déployer depuis Jenkins, à la fois builder et déployer notre code sur chacun des environnements depuis cet outil Jenkins. Donc en conclusion sur la partie infra as code, l'approche immutable nous a vraiment convaincus. On fait en plus de la programmation fonctionnelle, donc voilà, c'est un moyen d'avoir ça aussi sur la partie infra. Je l'ai dit, hein, la courbe d'apprentissage, elle est quand même importante. On est avant tout des développeurs, on n'a pas d'administrateur système chez nous, on fait tout nous-mêmes. Donc c'est quand même assez élevé, hein. Ça nous a quand même pris un peu de temps, même avec l'aide de Groundwork, et encore on a pas mal de choses à progresser en termes de compétences là-dessus. On a fait preuve de pragmatisme et surtout que Groundwork nous a pas mal aidé là-dessus. Par exemple, on fait du microservice et on n'a pas de service de discovery. On utilise les load balancers pour ça. C'est assez simple aujourd'hui pour l'état de notre architecture. De plus, on n'a pas cherché, comme certaines grandes entreprises ont tendance à faire, à essayer de s'abstraire d'un provider, de se dire oui, ça va tourner AWS, Google Cloud. On n'a pas vraiment les moyens de se le permettre en start-up. On verra plus tard. Donc ça nous a aidés. Enfin, par rapport à tous nos enjeux de départ, donc à savoir la construction de tous les services, faire ça rapidement, éviter d'avoir des spécialistes dans l'équipe, recruter facilement et garantir la fiabilité et la sécurité. En fait, ces trois piliers nous ont permis de répondre à ces enjeux.
Tout n'est pas fini, mais en tout cas, c'est ces 3 piliers, donc à savoir l'approche monorepo, le choix d'être monolangage et d'avoir choisi donc JavaScript, le fait de faire de l'infra as code, tout ça nous aide à répondre à ces enjeux. Et en tout cas, on vous encourage à essayer et à appliquer ces piliers. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 5 minutes de questions. Oui, bonjour. Du coup, moi, ma question elle est sur le trunk-based development, du coup, pour remplacer les pull requests, pour gérer tout le process via des commits. Qu'est-ce que vous utilisez? C'est quoi le process? Le processus de développement, donc on n'utilise pas d'outils particuliers. On travaille en local sur le master. Quand on a terminé le développement, on push sur le trunk. C'est aussi simple que ça. Après, on l'a dit, il y a les features toggle qui vont nous aider à ne pas exposer des développements qui ne sont pas terminés, peut-être buggés. On a fait juste, c'est pas une nouvelle fonctionnalité, mais on a changé une fonctionnalité. Donc c'est pas magique, hein. Ça peut être compliqué les features toggle, mais l'approche, le workflow, il est extrêmement simple. Il est celui que je viens de vous décrire. Donc une question concernant le service discovery. Vous dites que vous n'en utilisez pas. Donc à la place, vous fonctionnez sur donc les fonctionnalités natives de load balancing. Donc à quel niveau? Donc elles sont gérées par quoi? Vous avez un orchestrateur pour la partie Docker. Qu'est-ce qui vient gérer votre load balancing en fait? Parce que vous avez quelques microservices. Est-ce que vous êtes sur une image Docker par microservice? En fait, comment vous savez quoi et où? Alors, on utilise le service ECS pour gérer les instances Docker. On peut voir ça comme un Kubernetes light et managé par AWS. En gros, aujourd'hui, sur le load balancer, on va pouvoir le configurer avec Terraform. Donc, on va pouvoir donner, par exemple, les différents chemins, ports, pour accéder à nos différents services. Voilà. D'autres questions? Ouais, vous dites que vous utilisez vous codez de la même façon sur Node que sur le front au niveau du code style, du code JavaScript. Du coup, vous limitez aux possibilités faites par Node ou vous transpilez aussi le code Node avec Babel Node. Enfin, comment ça marche? En fait, c'est exactement ça. On transpile tout le code, qu'il soit le code front, le code React Native ou le code Node avec Babel. Pour ça, en fait, on utilise Webpack pour transpiler le code Node. Même si, alors techniquement, on pourrait aujourd'hui avec Node 8 ne pas transpiler. En pratique, c'est ce qu'on fait depuis le début. Donc, on a le même niveau de feature comme ça sur l'intégralité de notre repository. C'est juste une petite question. Vous êtes combien de développeurs à travailler sur ce trunk en fait? On est 11 personnes. En début d'année, il n'y avait que Florent et moi. Et en l'espace de 6 mois, on est passé à 11 développeurs. D'accord. Et vous n'avez pas trop de problèmes justement d'interdépendance ou de... Alors, on a d'interdépendance. Interdépendance, Non, ouais. pas réellement. Alors, ça arrive que, par exemple, on n'a pas mis un feature toggle et donc il y a quelque chose qui part, ou on a déployé quelque chose, on ne voulait pas forcément l'embarquer. Mais le fait de travailler sur une seule base de code, et je pense que c'était plutôt ça votre question, ça pose pas vraiment de soucis. Si on est amené à travailler sur un même composant, on va peut-être travailler en pair programming ou attendre que quelqu'un ait terminé. On n'a pas trop de conflits. Et de toute façon, l'approche fait qu'on a une intégration qui est vraiment continue. Donc on a vraiment les conflits, on les règle le jour même, en gros. Merci pour votre présentation.
Je reviens juste sur le sujet du monorepo. Comment vous gérez quand vous avez une version qui est actuellement en production et qui tourne, est disponible pour les users, et que vous avez une version en préparation? Comment vous faites sans branche? Ben, en fait, on utilise donc les features toggle pour désactiver les features en fait, de la nouvelle version. Voilà. Donc vous les poussez quand même en prod, les features en cours de dev, mais vous les rendez inaccessibles. Ouais. Alors après, ça impose quand même de tester son application. On n'a pas des tests partout, mais aujourd'hui, on a quand même 1200 tests sur une base de environ 250 000 lignes de code. On pourrait faire beaucoup mieux en termes de tests. Mais effectivement, on est capable de faire partir. On fait partir le prod, alors non, le code qui est sur le trunk, alors qu'il y a eu peut-être 15 commits dans la journée. Ça, voilà. Bon, ça nous arrive aussi d'avoir des loupés. Hein. Du coup, ça impose un continuous delivery de faire du monorepo. Alors, oui. Feature toggle aussi. Oui, c'est clair qu'on attend, dès qu'une fonctionnalité est prête, éventuellement il y a des tests qui sont faits par des gens du métier, product owner, mais on livre de manière extrêmement fréquente. Ok, merci beaucoup. On n'a plus de temps pour les questions. On est disponible.